Bienvenue dans Gestion de carrière face B. Pour découvrir en détail qui sont les personnes que j'interroge, je vous invite à écouter l'épisode 1. Il vous donnera une vision d'ensemble de leur parcours et des différentes casquettes qu'elles portent. Dans cet épisode, on va aborder différents sujets que vous découvrirez au fil du podcast. Mais commençons par le premier, un sujet encore très tabou en Suisse, l'argent. Mais c'est quoi le problème avec l'argent ? Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne parle pas d'argent. Tout à coup, là maintenant, alors, on parle d'argent parce qu'on estime qu'on n'est pas assez payé, ce qui est le cas. Puis le reste du temps, on n'en parle jamais. Ouf, ça pique. Mais ce que Jocelyne vient de dire, c'est une dure réalité pour pas mal de musiciens et de musiciennes. Alors j'ai voulu savoir comment nos invités se sentent financièrement. Est-ce qu'ils et elles ont suffisamment pour subvenir à leurs besoins ? Si j'avais pas une famille qui est soutenante, qui est derrière, que je sens être derrière, peut-être que je me sentirais vraiment limite. Là, actuellement, je gagne pas énormément d'argent, c'est sûr. Quand j'étais tout seul, ça me semblait être largement suffisant parce que j'avais très peu de dépenses. Là, en tant que famille, c'est un peu différent. Il faut un peu plus voir venir les choses, en fait. Ouais, en fait, puis vous vivez en Suisse. On vit en Suisse, ouais. Bon, je vivais au jour le jour avant, en fait. Je mettais que dalle de côté parce que je pouvais pas mettre de côté. Mais sur le moment, tu payes tes factures et tu arrives à vivre sans trop être stressé. Grâce, je pense, à cette sécurité familiale où je sais que derrière moi, c'est pas le néant, quoi. Il y a cet esprit-là aussi dans ma famille de partage, de donner beaucoup. Donc voilà, j'ai jamais eu peur du manque. Parce que j'ai toujours su que si j'étais en galère, je serais jamais en galère, en fait. Par contre, je sais que je vivote, en fait. Ce qui est sûr, c'est que je survis plus qu'autre chose en termes financiers, tu vois. T'es un peu ric-rac, mais j'en ai jamais été à manger des pâtes pendant tout le mois parce que j'avais pas d'argent pour ça. Après, c'est aussi toujours là où tu mets ta priorité. Moi, je mets plus une priorité à ce que je vais manger plutôt qu'à ce que je vais boire ou sortir, tu vois. Enfin, bref. Des détails très personnels. Je dirais que selon mes critères perso à moi, je suis heureuse avec ce que j'ai. Je peux payer mon loyer. Après, j'ai de la chance depuis, on va dire 3 ans maintenant, d'avoir pas mal de propositions, remplacer Mickaël pour diriger le Big Band. C'est des trucs ponctuels, mais il y a souvent des trucs ponctuels. On fait des propositions pour des concerts d'animation. J'ai de plus en plus de concerts avec le sextet, avec Louise aussi on joue beaucoup. Et l'enseignement, aujourd'hui, je m'en sors assez bien. J'ai de la chance de m'en sortir bien comme je m'en sors aujourd'hui, je pense. Et je suis contente, de là où j'en suis. Oui, maintenant, j'ai ce qu'il faut. Après, il faut le gérer. Non, mais oui, j'ai ce qu'il faut. Effectivement, savoir gérer son argent, ça peut vraiment aider. Et qui dit gestion, dit économie. J'ai donc voulu savoir si nos invités avaient un peu d'argent de côté. Je mets pas d'argent de côté, au contraire, j'ai plus tendance à en perdre qu'à en gagner, tu vois. Et qu'à l'avenir, pour l'avenir, c'est entre guillemets pas très engageant. D'une part, j'aurai certainement une retraite dérisoire, et d'autre part, j'arrive pour l'instant à pas faire mon propre pactole pour la retraite, tu vois. J'ai clairement pas d'argent de côté. Enfin, j'en avais un peu, mais c'est parti avec l'achat de la nouvelle clarinette. Mais j'ai pas d'argent de côté, j'ai pas de 3e pilier. Une fois que je leur ai demandé si elle et il avait de l'argent de côté, j'ai voulu aller un peu plus loin. En cas de grosse urgence financière, est-ce que nos invités pourraient s'en sortir ? Bon, je me doutais un peu de la réponse. Après, t'as ta famille j'ai ma à côté, famille. mais... Si j'ai une urgence de moi-même, ça dépend quelle taille de l'urgence. Pour l'instant, en réalité, je suis quand même en capacité de m'en sortir tout seul, mais ça dépend de la taille de l'urgence. Ouais, c'est ça. Si c'est une urgence relative, ça va. Si c'est vraiment une urgence en mode waouh, t'as fait une grosse connerie, je sais pas quoi, bon, là c'est chaud, mais... Ouais. Si je reçois une facture de 3000 balles demain, je suis dans la merde. Donc je pense que ça reste un jeu dangereux, entre guillemets, parce que je vis, je dirais pas au-dessus de mes moyens, mais à l'équilibre avec mes moyens, on va dire. Faut pas qu'il m'arrive une grosse catastrophe. Après, c'est vrai que quand je compare, quand j'entends des gens qui ont d'autres métiers balancer leur salaire, je me dis, putain, je gagne vraiment rien, quoi. Enfin, des gens qui sont là, moi je suis à 8500 par mois, waouh.
Du côté de Jocelyne, qui a un peu plus de bouteilles que nos 2 autres invités, la situation est un peu différente. Je pourrais sortir, ce serait pas une grosse somme d'argent, j'ai pas des économies de malade, hein. Mais j'ai quelques économies, ça serait possible de... Oui, pour faire face à un coup dur, ouais. Après tout ça, Jocelyne a soulevé des points très pertinents à propos de la gestion financière. C'est vraiment une question de gestion, c'est toujours possible d'économiser. C'est pas une question de moyens en fait, c'est plutôt une question de mindset. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est censé être transmis par les parents. Dans mon cas, ça n'a pas du tout été le cas, et je pense que je suis pas la seule apparemment. À un moment donné, c'était trop pour moi, et puis je suis allée voir mon assureur qui m'a vraiment un peu expliqué la vie au niveau budget, au niveau gestion. Et puis, et je pense que c'est un truc qui devrait être enseigné. Parce que c'est tellement important. C'est hyper important ça devrait être enseigné à l'école. C'est pas au niveau de la HM, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Mais de pas laisser ça se dire c'est bon. J'ai évidemment commencé ma carrière comme ça, au jour le jour. Et puis en fait, c'est tellement plus rassurant d'avoir juste un tout petit peu de côté. Et sans forcément, et c'est pas forcément une question d'être bien né ou d'avoir une famille qui a des besoins, pas du tout, qui a des besoins, qui a des moyens. Mais non, c'est vraiment une question d'état d'esprit à mon avis. C'est plus une façon de gérer ton argent, que t'en aies beaucoup ou pas. Comment est-ce que tu le gères? C'est ça qui est important. Et alors moi, j'étais à la strass totale pendant très longtemps. Même peu importe le montant de tes cachets, de mettre un petit peu de côté pour toi et ou pour ta prévoyance professionnelle, mais c'est ça en fait. Ça crée aussi quelque chose de rassurant. Le fait de pouvoir mettre de côté. Mais après, il faut pouvoir se permettre de mettre de côté. Donc il faut aussi que les cachets soient là pour répondre à ça en fait. Nous avons parlé d'économie et d'urgence financière, mais j'ai aussi voulu savoir si nos invités pouvaient quand même se faire plaisir de temps en temps, partir en voyage ou s'offrir les choses qui leur font envie. Ouais, carrément. Ouais. Je me sens pas le couteau sous la gorge, je suis pas du tout frustré. Après, j'ai pas des énormes besoins. Ouais. Je me rends compte que je suis pas du tout un flambeur. C'est aussi ma personnalité, tu vois. J'use mes jeans jusqu'à la moelle. Je pars pas à l'autre bout du monde, je prends très peu l'avion. Enfin, tu vois, je suis très sobre quand même. Je suis assez sobre. Très, c'est peut-être un peu trop, mais parce que j'ai quand même une voiture, je fais quand même beaucoup de kilomètres. Certainement surtout pour travailler, mais aussi pour autre chose. Je peux manger au restaurant de temps en temps, je peux boire des verres en ville, je peux payer le loyer de mon local, et je peux de temps en temps m'acheter du matos. Voilà. Ça fait partie en fait des choses qui sont provisionnées pour en fait. C'est ça, c'est qu'après ça se... tes vacances, tu vas les compter. Tu vas mettre un peu d'argent dans tes... Si tu veux partir en vacances, faudra économiser un peu pour ça en fait. C'est intéressant de voir que la vie n'est pas toujours aussi dure qu'on pourrait le croire. Mais restons réalistes, la situation financière des musiciens et des musiciennes reste tout de même très précaire. Après avoir parlé de leur rapport à l'argent au quotidien, nous avons abordé le côté financier d'un album. Comment ont-ils et elles financé leur projet ? Pour le premier album, c'est essentiellement sorti de ma poche, ouais. En même temps, difficile, un premier album, j'ai fait beaucoup de demandes de subventions, mais... Ouais, c'est compliqué. Hein. Pour le premier, peu que j'en te donne. Donc, je pense, grosso modo, j'ai eu 3000 balles et ça m'a coûté 13 000, je dirais. Ouais. Donc, je pense que, tu vois, c'est un investissement, un gros investissement, je pense. Ouais. Après, tu la fais pas, tu signes pas un virement de 10 000 balles, tu vois. Ouais. Ça, c'est petit à petit. Mais je pense que si tu mets tout bout à bout... Ça t'a pris combien de temps, tu penses, pour tout rembourser ? Je pense que j'avais un peu de côté, et du coup, ça... En fait, j'avais de côté grâce au Covid. Parce que j'ai eu une bourse du canton de Vaud, bourse de recherche artistique pendant le Covid. Et du coup, j'avais un peu d'argent. Et j'ai eu aussi les védos. Donc, j'avais réussi à mettre de l'argent de côté à ce moment-là. Pour le deuxième album, c'est le deuxième album. Pour ce quintet, c'est déjà ma 5e, 6e demande de subvention pour des choses, quoi, que ce soit des tournées ou autres. Mm-hmm. Et donc, je suis plus repéré, ça y est, je suis intégré dans le paysage et du coup, on te donne plus facilement. Ouais. Et ce sera certainement de plus en plus facile. Parce que là, j'ai eu 3 fois plus que ce que j'ai eu à la base, mais moi j'ai demandé bien sûr le triple de ce que j'ai eu.
Et je vais certainement dépenser quand même plus que ce que j'ai eu aussi, hein. Mais oui, ça change. L'EP, j'avais fait un financement participatif. J'avais fait un We Make It. Ok. Ce qui m'avait permis de payer le studio et le mixage. Et le graphiste. Voilà. Le premier album, j'avais eu une aide, une fondation. Et le reste, j'avais payé de ma poche. Et le dernier album, j'ai eu une aide et j'ai payé de ma poche. Et le troisième, je pense que ce sera un peu à nouveau la même chose. Mais... Et pour les trois projets, est-ce que tu as pu rémunérer tes musiciens et musiciennes? Pour les studios? Non, ça a pas été une question non plus. Je sais que ça se fait pas mal. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire, même quand je joue dans d'autres projets, que je compte pas le studio comme un truc pour lequel je devrais être payé, alors que bon, soit on devrait, mais je sais pas. Quand il y a des concerts, de toute façon, je me dis bon, on enregistre pour avoir plus de concerts cette musique, donc ça vaut le coup qu'on soit là. C'est comme une répétition, quoi. Ouais. J'ai ensuite demandé à Chloé si, même pour les groupes avec lesquels elle ne part pas en tournée, elle acceptait de ne pas être payée pour les sessions en studio. Ça dépend. Ça dépend vraiment, en fait. Parce que s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas les finances, je vais le faire volontiers gratuitement. C'est à nouveau ce truc d'entraide, quoi. Je crois que s'il n'y a pas les thunes, il n'y a pas les thunes, et puis je le fais volontiers gratuitement, et puis voilà. Bien sûr, il y a les sessions en studio, mais aussi les résidences qui les précèdent. Et dans nos milieux, il est malheureusement assez fréquent que les musiciens et musiciennes ne soient pas rémunérés pour ces résidences, faute de moyens. Avec mon quintet, on a un peu fait ça pour préparer l'album. Je le referai plus parce que c'est quand même moyennement ok de demander à tes... Ça dépend avec qui, mais des fois c'est plus ok pour eux de faire des trucs un peu bénévolement, tu vois. Chacun a besoin de gagner sa vie et aussi c'est cette histoire d'argent, c'est aussi comment t'es mis en valeur, comment ton travail est mis en valeur. Et nous, notre travail est difficilement mis en valeur. Enfin, les heures de boulot qu'on passe par rapport à ce qu'on gagne, c'est vraiment dérisoire. J'aimerais partager avec vous une réflexion de Chloé que j'ai trouvée très intéressante. Elle, comme beaucoup de musiciens et musiciennes, varie ses secteurs d'activité pour réussir à joindre les deux bouts. Faut jamais compter sur un projet. Faut jamais capitaliser sur une source de revenus dans le métier qu'on fait, parce qu'on sait jamais combien de temps ça dure. J'ai ce poste à l'EJMA, je sais pas pour combien de temps je l'aurai. Ça se trouve, il y a une année, pour une raison X ou Y, j'aurai plus d'élèves, ils vont décider de fermer la classe de clarinette, on sait jamais. Et puis pour les groupes, c'est pareil, un groupe, ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour plein de raisons. Déjà, il peut y avoir un moment où il y a plus trop de concerts qui tombent. La leadereuse se dit que j'ai envie de faire avec d'autres gens, j'ai envie d'arrêter le projet. Donc pour raison X ou Y, en fait, on peut pas prévoir plus loin que les dates qu'on a déjà fixées, en fait. Je pense qu'il faut vraiment multiplier les opportunités professionnelles tout le temps. Et si on propose quelque chose, faut l'accepter, quoi. À moins que ce soit vraiment quelque chose qui est en total désaccord avec nos valeurs et nos manières de faire de la musique, mais moi j'essaye au maximum de multiplier les occasions. Que ce soit pour l'argent ou même pour la santé de l'esprit. La santé de l'esprit, oui, c'est essentiel. Et même si on aborde des sujets un peu délicats, il ne faut pas oublier qu'on fait de la musique avant tout par passion. Et parfois, cette passion prend le dessus sur l'aspect financier. Oui, carrément. Ouais, mais j'ai ce côté aussi de... J'ai envie de faire les choses, j'ai envie qu'il se passe des choses. Ouais. Si t'attends d'avoir 500 balles par concert, tu fais rien. Donc non, je préfère qu'il se passe un truc, quitte à ce que les conditions soient pas ouf. Continuons maintenant avec la question des cachets. Je voulais savoir si nos invités étaient satisfaits et satisfaites des montants qu'ils et elles touchaient. Elle est compliquée cette question. C'est toujours délicat parce que les cachets qu'on a maintenant, en moyenne, en Suisse, c'est les mêmes qu'il y a 30 ans. Ouais. Qu'il y a 40 ans même. Et le coût de la vie, il a nettement augmenté. Les loyers aussi. Donc, à charge de travail égale, voire même supérieure, on gagne beaucoup moins qu'avant. Donc ce serait légitime de dire effectivement que ça suffit pas et qu'il faut être payé davantage. En ce qui me concerne, comme j'ai quand même beaucoup de concerts, ça me suffit pour vivre, du coup. Et si chaque concert était payé 2 fois plus, je ferais pas moins de concerts pour autant. Ce qui me fait plaisir dans la vie, c'est de faire tous ces concerts et que je considère que ça, la rémunération qui arrive derrière, elle me permet de continuer à faire tout ça, tu vois. Mais alors évidemment que si c'était payé davantage,
je serais contente, quoi. Mais je suis plutôt contente de ce que je touche maintenant, surtout que y a une base un peu en dessous de laquelle je suis pas descendu sur les concerts depuis 2-3 ans. À chaque fois, j'ai eu au moins cette base-là. Donc, mais bon, je pense qu'il y a un entre-deux. Voilà, c'est là qu'il y a des propositions aujourd'hui autour de la table qui viennent à dire que chaque concert devrait être payé plus de 800 francs. Ça, c'est un truc qui nous vient de Genève. C'est beaucoup quand même. Ça revient à faire 2,6 fois ce qu'on touche actuellement, ce qui pourrait être une bonne chose, mais qui n'arrivera jamais sans un apport massif d'argent de la part des pouvoirs publics. Et en ce moment, la tendance, elle est plutôt inverse. Le financement de la culture, il diminue au niveau du canton, au niveau de la ville. Donc, pour moi, c'est pas compatible, ces deux choses-là. Et je pense que voilà, on peut pas non plus foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière et dire bon bah maintenant à partir de demain c'est 3 fois plus d'argent parce que sinon les clubs vont juste mourir et que c'est un écosystème qui s'entretient et auquel on doit aussi participer. Donc je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. Mais effectivement, c'est vrai que des cachets à peut-être 450, 500 francs selon les lieux, ce serait quand même plus adapté par rapport à la charge de travail qui est mise. Et après, il y a différents systèmes de fonctionnement quand on travaille pour des projets. Pour rappel, Sonart et la FGMC, dont nous avons parlé dans le premier épisode, ont publié des recommandations tarifaires concernant les cachets des musiciens et musiciennes. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter ces documents disponibles sur leurs sites respectifs. Parlons maintenant d'une pratique de plus en plus courante dans les groupes de musique, le lissage des cachets. Voilà, moi je sais que ce soit dans mon projet ou dans un autre projet dans lequel je travaille, dont je dirais pas non, mais c'est une tarification qui est toujours la même à l'année, en fait. Quel que soit le concert, quel que soit le lieu, c'est tant. Et puis c'est moi en tant que leadereuse qui du coup les concerts on est plus payé, je laisse de côté pour les concerts qui seront mal payés ou avec les subventions, mais voilà, qui fait un lissage à l'année, sauf exception de très grosses scènes ou alors où là il y a un investissement supplémentaire ou peut-être que là j'allonge des cachets. Mais sinon, je préfère proposer un cachet fixe toute l'année. Et ce qui fait que du coup, j'estime être bien payé parce que, effectivement, dans certains clubs où je joue, ça pourrait être plus. En même temps, dans beaucoup d'autres endroits où clairement, s'il n'y avait pas ça, on aurait été payé 50 balles et un mars. Et je suis mieux payé que ce qui était prévu. Lissé à l'année, j'estime quand même que je suis bien payé. Et que je trouve que c'est suffisant. En tout cas pour moi et mes dépenses. Pour clôturer le chapitre de l'argent, il y a encore 2 choses importantes que j'aimerais vous transmettre. Et pour ça, je vais laisser la parole à Jocelyne qui va nous parler de la structure de rémunération Merriweather. La structure de rémunération Merriweather qui existe à Genève, qui permet de qui permet de rendre plein de petits cachets, d'en faire un salaire et de payer ses cotisations, qui permet de payer sa prévoyance professionnelle. Tu ça comment ? Merriweather, c'est Meriweza. Et pour vraiment clôturer ce chapitre sur l'argent, parlons des tarifs de la SSPM, la Société Suisse de Pédagogie Musicale. Ces tarifs peuvent vous aider, en tant qu'enseignant ou enseignante de musique, à mieux négocier vos salaires horaires. Ils ont des grilles tarifaires et c'est par canton. Et du coup, tu as vraiment accès, même si tu n'es pas membre, tu as leur grille tarifaire. Et du coup, ça te donne déjà quand même aussi une base, tu vois, pour partir. Et on n'est pas en dessous de 80 balles de l'heure. Donc en fait, si tu te retrouves avec une école qui t'en propose 60, tu peux te baser sur le tarif de la SSPM pour discuter, en tout cas déjà. Après, on sent toujours preuve de bon sens, comme je disais avant. Ok, passons à autre chose. Parlons maintenant des réseaux sociaux. Je pense que la majorité des musiciennes et musiciens s'accordent à dire que, quelle que soit la génération, les réseaux restent très importants dans notre métier. Que ce soit via Instagram, Facebook, TikTok, les mails ou même les newsletters, ça reste des formes de réseaux sociaux. Et et puis moi je me sens vraiment, je me sens boomer quand même là. Moi j'ai encore les anciens, entre guillemets les anciens formats, tu vois. J'arrive pas, je peine à avoir les bons formats Instagram par exemple. En termes de photos, de vidéos, de machin, je suis toujours dans la belle vidéo que tu vas mettre sur YouTube ou que tu regardes sur ton écran et que t'es trop content parce qu'elle est trop belle. Et en fait tout le monde s'en fout de ta vidéo trop belle. Ils veulent une pauvre vidéo en format Instagram. Oui c'est ça. Format et ça, c'est vrai que là je suis à la masse.
J'ai demandé à Lenny s'il avait l'impression que sa difficulté avec les réseaux sociaux pouvait, selon lui fermer des portes. Est-ce que ça lui faisait par exemple rater des concerts ? Ouais, ça m'empêche pas. Peut-être que ça me ferme quand même des portes, hein. Ouais. Dans l'absolu, je sais pas si c'est que ça, hein. C'est pas parce que j'arrive pas à faire des reels en format vertical que j'ai pas de concert, mais on sait maintenant que la communauté que tu peux avoir sur les réseaux, elle a de l'importance. Ouais, c'est ça. Mais peut-être pour le jazz un peu moins, c'est peut-être plus les retombées médiatiques qui ont de l'importance. Là, moi, encore dernièrement, on m'a répondu dans des super salles en France, je vais pas pouvoir vous programmer parce qu'en fait, vous avez on vous connaît pas. Et en Suisse aussi, d'ailleurs, on m'a dit ça. On vous connaît pas suffisamment pour que je remplisse ma salle. Et qu'en est-il du côté de Jocelyne ? Alors, je le fais de façon beaucoup plus en dilettante que vous. C'est-à-dire que il va pas y avoir ce côté de faire d'animer une chaîne vraiment régulièrement. Ça, je m'en rends compte pour d'autres projets. Notamment la FGMC, on avait une séance hier en se disant mais comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de visibilité, puis on parlait justement des réseaux, du fait d'avoir vraiment un community manager, de balancer vraiment régulièrement de l'info, etc. Ça, sur les réseaux, pas du tout. Moi, si tu veux, j'ai un rapport au réseau qui est de ma génération de quinca bientôt, et donc c'est vraiment Facebook. Enfin, c'est plus un côté récit, on joue là, puis les gens nous suivent. Il y a un côté un peu plus quinca, quoi. Et puis après, je vois comment ça fonctionne, et puis si vraiment c'est nécessaire de booster un truc, je peux le faire, mais en fait, je perds pas mon énergie. À cet endroit-là, ça va vraiment être très ciblé. Et puis c'est pas comme si je mettais ma carrière en avant. Tu vois, si t'as ton propre projet, enfin que t'es bandleader, que tu mets en avant ton projet, là c'est différent. Là vraiment là en l'occurrence, mon solo je le joue plus, tu vois. Et puis quand je jouais mon solo, ça c'est quelque chose que j'alimentais régulièrement. J'alimentais avec les dates, avec des infos. Et puis c'est un truc qui s'est aussi estompé avec la pandémie en fait. J'ai un peu lâché avec la pandémie. Et puis la promo en fait qui marche le mieux en ce qui me concerne, c'est la newsletter. Parce que j'ai vraiment un grand carnet d'adresses de gens qui me suivent et qui suivent mes projets depuis longtemps. Et du coup, quand j'envoie quelque chose, j'envoie pas beaucoup de newsletters, c'est vraiment en fonction des projets. Et puis je me rends compte que si je le fais pas, il y a vraiment un creux, puis si je le fais, il y a vraiment du monde. Ça, c'est vraiment assez clair. C'est ce qui marche le mieux, en tout cas, avec mon public, entre guillemets. Et finalement, je lui ai demandé quelle génération la suivait principalement et venait assister à ses concerts. Alors, ça vient des personnes plus jeunes, mais c'est vrai que on s'en rend compte, c'est un public de ma génération et surtout plus âgé, en fait. Plutôt de la génération de mes parents, donc c'est un public qui s'éteint petit à petit quand même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est sur ces mots que je vous quitte et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Ce podcast a été produit par Sandrina Rakotozafiminaï et habillé par Catalina Monet pour l'AMEF, l'association des musiciennes étudiantes du Flon. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @asso_amef. Un grand merci à Jocelyne Rudasigua, Chloé Marcini et Lenny Torg pour le partage de leur expérience.